سادتي الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص بضيف فولتير. سعداء اليوم باش نستقبلوا سي محمد الرغيف، مدرب فريق نيفال كرة القدم النسوية. اليوم معاه غادي نقتحموا كرة القدم النسوية بالمشاكل ديالها، بالمزايا ديالها. سي محمد، bienvenue sur Radio Voltaire. Merci. L'équipe nationale marocaine U20 a réalisé un exploit sans précédent. Elle a été vainqueur de la Coupe du Monde. Comment vous avez vécu cet événement? Oui, on a encore des émotions. C'est évidemment c'est un exploit, moi je dirais planétaire, hein, parce que c'est quand même la Coupe du Monde U20, c'est-à-dire c'est la meilleure génération des jeunes en dessous de 20 ans du monde entier. Et je pense que les gens ne réalisent pas. Beaucoup ne réalisent pas en disant ouais, mais c'est une petite coupe du monde du 20. Non, ce n'est pas une petite coupe du monde. Ce sont les meilleurs jeunes du monde. Dans la présence de plusieurs écoles. Voilà, c'est-à-dire voilà, de la présence de plusieurs écoles de formation. Et c'est une grande fierté. Il faut le reconnaître. Et ça, une double fierté, parce que surtout moi qui suis Starbétois, hein, d'origine, c'est une double fierté parce que l'entraîneur national, Mohamed Wahabi, que je salue au passage, de mon voisinage, hein, à Starbét, et voir cela, oui, c'est une double fierté parce que à la fois une fierté marocaine, et ça fait plaisir de le voir. Voilà. On a des jeunes talents qui viennent quand même des centres de formation belges, hein, notamment d'Anderlecht, hein, et d'autres formations aussi. Et donc voilà. Après, je dirais, c'est le résultat aujourd'hui d'une dynamique qui a quand même été lancée par le Maroc, rappelons-le, hein, par Sa Majesté le roi Mohamed Sadès, qui a quand même mis en place. Il a mis les moyens, il a mis en place l'académie, hein, Mohamed Sadès, du même nom à Al-Khazar. Et les moyens aussi. Et les moyens. Et qui a cru en cette jeunesse marocaine, dans le monde sportif, hein, jeune, et ça porte ses fruits. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Je veux dire, c'est tout un travail acharné derrière, et bien sûr, par le président de la Fédération royale marocaine du football, qui a quand même été là aussi, et qui a adopté une politique qui est quand même assez rigoureuse et visionniste dans le football moderne qu'on a aujourd'hui. Et ça, oui, on peut en être fier et féliciter du moins tout ce qui a été mis en place et tout ce travail. Et bien sûr, féliciter nos jeunes Liosso, pardon, qui est quand même la future génération dorée, même si on l'a actuellement encore avec l'équipe A. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une génération dorée avec l'équipe A et on a une génération qui suit derrière. Et on est là pour les 10 années à venir minimum. Et je pense que le football marocain aujourd'hui fait partie de l'élite mondiale. On regardera plus le football marocain avec le même regard qu'on avait par le passé. Et donc oui, on peut que s'en réjouir de ce résultat. Il y a l'équipe A, c'est Mohamed, il y a l'équipe A qui s'apprête à disputer la CAN. Est-ce que vous êtes confiant que cette équipe puisse gagner cette CAN qu'on attend depuis très longtemps ou pas? Quand on voit le résultat des U20, comment ne pas être confiant de notre équipe A qui est quand même dans le même programme national. Donc oui, on est plus que confiant. Moi, je dis clairement, c'est notre CAN.
cette fois-ci. On a les talents, on a les jeunes, on a l'encadrement, on a le staff, on a le management, on a les moyens, les investissements. Tout est là. Cette Coupe du Monde féminin qui s'organise au Maroc, l'équipe nationale n'a pas pu préparer face au Brésil. Est-ce qu'il faut encore attendre quelques années pour pouvoir l'équipe nationale féminin concurrencier? Alors, moi, l'été ici, j'ai été voir la finale de la Coupe d'Afrique féminine et à Rabat, et j'ai vu donc l'équipe nationale du Maroc féminine. Honnêtement, on est passé de là à là. C'est un peu le même engouement par rapport au football masculin. On est dans la même lignée, on est dans la même progression, et je dis demain, et elle suit de très près, c'est l'équipe nationale féminine qui va nous faire vivre de beaux moments. Et donc oui, l'équipe féminine a toute sa place aussi, au même titre que nos Lions de l'Atlas, notre équipe nationale masculine, au même titre pour pouvoir aller décrocher des palmarès aussi, que ce soit au niveau continental africain ou au niveau mondial. Je suis certain que dans les 3-4 ans à venir, l'équipe nationale marocaine féminine sera dans le top 3 mondial. Ça, c'est la partie pour. Est-ce que, c'est une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous acceptez par exemple d'aller entraîner une équipe au Maroc, une équipe féminine ou l'équipe nationale? Jamais. Alors, comme ça, on aura deux têtes d'avocats, à la fois Regragui et vous. On me le dit souvent en plus. En tout cas, merci pour cette qualité que vous pensez. C'est l'avocat aussi. Il paraît. Et puis ouais, à deux, on fait beaucoup mieux. Je suis quelqu'un de modeste. Hein. Il est clair qu'au niveau national, il faut une expérience, il faut un certain bagage. Il faut un certain que je n'ai pas aujourd'hui. Hein, voilà, donc je vais rester modeste. Maintenant, en revanche, il est clair que si demain le Maroc a besoin d'expérience ou de talent dans le staff ou dans l'encadrement au niveau national, difficile de dire non. Donc, on ne peut qu'accepter parce que c'est une opportunité qui ne vient pas tout le temps. Donc, il faut se dire à ce moment-là, ok, c'est pour la nation, on peut que répondre par l'affirmatif. Si vous devriez accepter d'entraîner une équipe au Maroc, sera laquelle? Bonne question. Alors moi, mes parents sont tangérois, hein, et moi aussi. Alors, par, je vais pas dire nationalisme, patriotisme, mais il est clair que je choisirais Tanger. Et encore une fois, en restant modeste, c'est simplement pour répondre à la question et jouer le jeu. Après, bon, hein, dans le football, toute opportunité est bonne à prendre. Et je pense pas qu'il y ait des choix à faire quand il y a une opportunité qui se présente. Voilà, blague à part, s'il y a une opportunité qui se présente, que ce soit un club du sud, du nord, de l'ouest, de l'est, c'est une opportunité qu'il faut saisir et qu'il faut prendre. Et à ce moment-là, ben, on se rend utile du moins au service de son pays d'origine, qui est le mien, du moins le Maroc. Vous êtes en direct avec le public. À vous de vous présenter. Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir reçu à votre radio et pour votre accueil. Et bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs, puisque nous sommes en
en visio aussi. Donc voilà, je m'appelle Mohamed Redif. Je suis je suis papa de trois filles, donc de 5 enfants, mais 3 filles footballeuses, puisque aujourd'hui essentiellement c'était le sujet de parler du football féminin, dont j'embraye tout de suite avec. C'est pour ça que je mets en avant que je suis papa de 3 footballeuses. Je suis dans ma carrière professionnelle, donc je suis project manager dans une société essentiellement de sécurité, hein. Et à côté de ça, je suis coach de football féminin au RCS nivellois. Et donc actuellement, je coach une équipe première senior dames en troisième provinciale, donc P3A. Et je coach aussi une équipe plus jeune, qui sont les WU17, donc ce qu'on appelle les U17 chez les garçons, mais WU17 chez les filles, en football 11 contre 11, qui est une première au sein de la CFF, parce que jusqu'ici, le football chez les jeunes, dans le football féminin, c'était essentiellement du 8 contre 8, donc c'est la première saison où la CFF a mis en place un championnat féminin au niveau régional en 11 contre 11. Donc c'est la première année, la première saison où nous avons cette nouvelle série WU17 et dans laquelle donc je suis coach d'une équipe jeune au RCS nivellois. C'est Mohamed, avant d'atterrir à Nivelles, vous avez eu d'autres expériences. Oui, alors bon, je vais pas revenir sur mon expérience de coach dans le football masculin parce que bon, c'est pas le débat du jour. Donc on va plutôt, je vais plutôt parler de mon expérience dans le football féminin qui remonte à plus ou moins 5 ans. Où j'ai commencé ma première expérience dans le football féminin au club de l'Étoile sportive brennoise, qui est à Braine-le-Château, où là j'ai commencé à entraîner. J'aime pas trop dire entraîner parce qu'à cet âge-là, on est plus dans la formation, hein, on n'est pas vraiment des entraîneurs. Donc où j'ai commencé à former, on va dire ça comme ça, une équipe très jeune, U9. Dont ma fille, la dernière, qui était jouait dans cette équipe donc et donc le président à l'époque de l'ES Brennoise m'avait proposé de prendre en main cette équipe par faute d'avoir un entraîneur à ce moment-là, un formateur à ce moment-là, et donc j'ai accepté. C'était pour partir d'une manière provisoire, le temps qu'il trouve un formateur. Et donc, pour finir, j'ai adhéré c'était ouvert pour moi une très belle, une première expérience, comme je disais bien. Le fait, j'ai adhéré, j'avais des enfants, des filles entre 9, 10 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui commençaient dans le football, hein, vraiment commençaient. Et là, j'ai et puis depuis, je suis tout le temps dans le football féminin, alors que ça partait vraiment de façon quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mes débuts donc dans le football féminin en U9. C'était un petit championnat de 5 contre 5. Championnat, c'est pas trop un championnat, une série, on va dire 5 contre 5 parce qu'il n'y a pas de championnat chez les jeunes en ACFF. Et puis ensuite, j'ai progressé avec cette équipe, bien entendu, et on est monté à ce moment-là dans une série WU11. Et puis, je suis passé en WU14, toujours à l'ES Brennoise. Et puis, après ça, j'ai été approché par le RCS Brennois, qui avait aussi, qui a toujours une section féminine,
Et là, j'avais la mission d'entraîner la P3. Hein, et là, bon, ben, c'était tout de suite une équipe de 11 contre 11 avec championnat. Mais de façon plus orientée formation, parce qu'on avait une deuxième provinciale au RCS Brennois, et l'objectif, bien entendu, était de préparer ces jeunes joueuses. Il faut savoir que dans le football féminin, toute fille qui a atteint ses 15 ans date anniversaire peut jouer en équipe première. C'est jeune. Donc, mais il faut les préparer, bien entendu, à intégrer des équipes premières à haut niveau. Et donc, ma mission au RCS Brennois était de former ces jeunes pour les faire évoluer à minima en deuxième provinciale au RCS Brennois. Est-ce que c'était facile, Mohamed, est-ce que c'était facile pour vous de quitter un monde masculin, un monde de football masculin, pour entraîner des filles? Est-ce que c'était facile, votre tâche? Alors, il est clair que si je n'avais pas eu mes filles qui pratiquaient le football, quand on est coach masculin, on a une autre vision du football féminin, une autre vision à tort. Alors, je dis pas que tous les coachs, mais c'est vrai que quand on est essentiellement coach dans le football féminin, nous n'avons pas la même perception du football féminin et on voit ça un peu d'un autre regard. Il faut, je dirais, oui, si j'avais pas les filles et on me dit, ben, il faut prendre une section féminine, quand on a coaché des garçons, il est clair que le switch se fait très difficilement, je veux dire, parce que c'est un autre monde. Hein. Comment prendre en considération toutes ces contraintes? Alors, pour prendre en considération toutes ces contraintes, tout d'abord, ben, il faut s'adapter, bien sûr, mais il faut prendre l'expérience, il faut l'opportunité, lorsque l'opportunité se présente. Et là, j'encourage vivement les coachs qui ont encore ce petit regard de différent du football féminin. Il faut oser. Voilà, il faut oser se dire pourquoi pas, essayer, pourquoi pas, et prendre l'expérience, l'opportunité bien sûr, et se dire bah pourquoi pas, on va essayer. Hein, et puis là, une fois qu'on a mis les pieds dedans, ben on se dit, ben, tout compte fait, il n'y a pas de différence par rapport aux attentes d'un coach, d'un formateur. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas je veux dire, de niveau, hein, de se dire, ok, parce que c'est des filles, c'est un autre niveau qui est plus bas. Il y a des tabous aussi qu'on affronte. Bien entendu. Et puis après, ben, pour répondre à la première question, une fois qu'on a découvert ça et qu'on s'est mis dans la pratique de la formation, du football féminin, en fait, c'est une très belle expérience. Et là, je regrette pour rien au monde d'avoir switché et d'avoir basculé vers le football féminin parce que c'est vraiment quelque chose que tout coach doit découvrir et y aller, ne pas avoir peur et tenter et prendre l'occasion lorsqu'elle se présente dans le football féminin. Et quoi vos relations avec les parents, par exemple? Alors, la relation avec les parents, c'est quelque chose qui est très important, surtout au niveau des jeunes. Là, il faut vraiment créer un environnement serein, sain, positif avec les parents. Il faut instaurer il faut qu'il y ait une confiance. Bien sûr, c'est très important parce que elle doit être mutuelle, la confiance des deux côtés.
surtout dans le football féminin. Et là, c'est vrai que ce point-là, il est pertinent, il est important. C'est-à-dire que on a affaire quand même à des jeunes filles et les parents aussi sont un petit peu, je vais pas dire inquiets, c'est pas ça, mais sont quand même un peu sur leur garde en se disant, ok, c'est un homme, et là où est un peu le tabou, c'est un homme qui entraîne des jeunes filles. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que si? Est-ce que cela? Hein, sans rentrer dans les détails. Et là, c'est très important d'avoir une très très bonne communication avec les parents, surtout dans le football féminin, beaucoup plus que dans le football masculin. D'autant plus quand c'est un homme qui le pratique, qui fait la formation. Hein, et ça, c'est très important, bien sûr. Il faut avoir ce dialogue permanent. Est-ce que vous n'avez pas, avec... par exemple, suggéré, est-ce que vous avez un adjoint femme, par exemple, qui peut vous faciliter la tâche? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que il y a dans le football, il y a deux parties. Il y a la partie, je veux dire, terrain, et il y a la partie vestiaire. Mhm. Donc, la partie vestiaire, il est clair que là, même pour la fille, il est plus, je pouvais plus acceptable pour elle au début, hein, d'avoir une présence féminine au vestiaire. Quand elle s'habille, quand elle se change, quand elle doit aller, il y a des douches hein, dans le vestiaire et tout ça. Donc là, on a une déléguée à ce moment-là pour ça, hein, qui est une dame et qui s'occupe de toute la partie vestiaire. C'est-à-dire que nous, à ce moment-là, les formateurs, on n'est pas dans le vestiaire avec les filles, les jeunes filles, même avec les équipes premières. On n'est pas dans le vestiaire afin de respecter l'intimité des filles. Et là, à ce moment-là, tout ce qui est partie vestiaire, le moment où elle se change, le moment, c'est une femme déléguée qui s'en occupe. Et une fois que les filles sont changées, terminées, que le coach a le feu vert pour rentrer dans le vestiaire, pour pouvoir donner son speech avant le match, à ce moment-là, il faut que qu'il y ait toutes les garanties, qu'il n'y ait pas de situation embarrassante. Voilà, au moment où le coach doit rentrer dans le vestiaire. Donc, par rapport à ça, bien entendu, il y a une certaine pratique de comportement, on va dire ça, par rapport aux joueuses qu'on doit adopter. Et est-ce que vous avez les mêmes problèmes que dans le football masculin? Vous avez des parents qui s'interposent pour que l'un ou l'autre de leurs enfants doit jouer? Est-ce qu'il y a des parents qui vous obligent, par exemple, de laisser jouer leur fille? Qui nous obligent, non. Non, parce qu'on peut pas obliger un formateur ou un coach à faire jouer son enfant. Hein. C'est contraire aux bonnes pratiques du football et cela dans le respect aussi des autres joueurs, hein, joueuses. Hein. On peut pas venir dire voilà ma fille doit absolument jouer parce que j'estime que je suis et ainsi de suite. Effectivement, on a ce genre de pression. Dans le monde du football, malheureusement, c'est comme ça. Après, c'est au coach à faire la part des choses, je dirais. Le coach doit être quelque part, il doit être neutre parce que il doit regarder et mettre en avant le travail fourni par la joueuse aux entraînements, sa régularité dans les présences, hein, son attitude, son comportement, sa discipline. Vraiment, c'est tout un ensemble de critères qui font que, voilà, par rapport à ça et ça et ça, cette joueuse peut avoir plus de temps ou peut être convoquée plus qu'une autre. Donc, il y a vraiment des critères pour lesquels on doit en tenir compte. Je reviens vers ce Mohamed, le papa. Vous avez 3 filles qui jouent au football. Est-ce que vous avez accepté de les voir jouer au foot
parce que vous êtes dans le domaine ou parce que ce sont elles qui vous ont donné envie d'intégrer ce milieu? Je vais être honnête, c'est elles qui m'ont poussé à intégrer ce milieu. Comme je disais tout à l'heure, je me souviens encore à l'ES Brennoise, quand le président me disait j'ai pas de coach pour m'occuper, qui puisse s'occuper d'une équipe de filles où ma fille jouait au foot. J'étais là à côté, mes filles étaient là à côté. Et je dis ouais, mais il va falloir trouver un formateur. On peut pas laisser cette équipe sans, parce qu'il y avait eu un petit souci avec la formatrice à l'époque. Et alors, il y avait les filles qui me regardaient. Papa, s'il te plaît, prends l'équipe. Papa, prends l'équipe. Prends. Et ma petite qui disait, oh, c'est toi qui traîne, c'est toi qui me forme, c'est toi. Et là, ben, on est papa quelque part. Et quand comme j'étais aussi coach par le passé dans le football féminin, ben, oui, j'ai accepté par, quelque part, par le souhait qui était de ma fille. Et comme je disais, j'avais fait ça de manière, dans ma tête, c'était de manière provisoire, le temps qu'il trouve quelqu'un. Et donc oui, c'est comme ça que j'ai mis les deux pieds dedans dans la section féminine, par la contrainte que j'avais par mes filles, enfin contrainte entre guillemets, que j'avais de mes filles qui pratiquaient le football. Parlez-nous, c'est Mohamed, du championnat féminin. Est-ce que c'est un championnat qui est régulier? Est-ce que c'est un championnat qui est subventionné? Ou ce sont les parents qui doivent contribuer à ce que leurs filles puissent jouer? Alors, c'est exactement la même chose que le football masculin. Aucune différence entre le football féminin et le football masculin. De la réglementation. Au niveau de la réglementation, au niveau des championnats, au niveau de la mise en place des équipes. Donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour les équipes, comme je disais, les équipes jeunes jusqu'à W16, WU16, je crois que là, il y a encore le choix de pouvoir aller soit en 11 contre 11 ou en 8 contre 8. Donc, ça reste du 8 contre 8. Les plus jeunes, les moins de 10 ans, c'est du 5 contre 5. Et donc, tout ce qui est 5 contre 5, 8 contre 8, comme chez les garçons, il n'y a pas de classement. Et vous avez les infrastructures pour pouvoir exercer? On a les infrastructures qu'on partage avec les garçons. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux horaires, il y a des plannings. Voilà. Alors, quand c'est vrai qu'à Nivelles, on a la chance d'avoir 3 terrains, un terrain synthétique et 2 terrains en herbe. Et donc là, ben, on a actuellement à Nivelles, on a 350 jeunes. Donc 350 jeunes. Parmi ces 350 jeunes, on a 7 équipes féminines avec plusieurs catégories dans les équipes féminines. Et tout ça, ben, on a notre planning comme les garçons. C'est-à-dire que les filles vont faire le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple de 18h45 à 20h sur le terrain synthétique. Les garçons vont aller sur le terrain en herbe et ainsi de suite. Je veux dire, ça, c'est un planning qui est le même comme pour les garçons, comme pour les filles. Il y a vraiment pas de différence. Tant qu'il y a bien sûr la possibilité d'avoir de l'espace aussi, hein, parce que il faut regarder. Ça sert à rien d'avoir 500 jeunes filles si on n'a pas la place pour les planifier sur le terrain, et à côté aussi 500 garçons. C'est aussi par rapport à la limite des clubs de tout un chacun. Et c'est pour ça que Nivelles aujourd'hui se démarque par rapport à d'autres clubs. C'est-à-dire que dans les 350 jeunes, on a quand même 120 joueuses. 120 filles. Avant de passer à votre académie, j'aimerais savoir quelles sont vos ambitions avec cette équipe de Nivelles. Est-ce que vous avez des projets que vous avez mis en place avec la direction? Oui. Alors, il y a bien sûr que c'est pas par hasard que j'ai atterri à Nivelles, hein. Donc j'ai été contacté par le président Rudy Deschamps du RCS nivellois et qui m'a rencontré fin de saison dernière
pour me parler justement de son projet féminin. Ça va répondre à la question. En fait, il m'a présenté le projet tel qu'il lui le voyait, tel qu'il l'avait conçu et commencé. Et donc la vision aujourd'hui, c'est une vision à laquelle, c'est pour ça que j'ai adhéré au projet, elle est clairement de continuer bien sûr les 7 équipes jeunes que nous avons, d'augmenter le nombre d'équipes, c'est-à-dire d'avoir à l'identique des garçons, comme ça se fait dans la majorité des clubs, c'est-à-dire d'avoir vraiment une catégorie de filles, enfin une équipe de filles par catégorie. Et on va commencer très bas, c'est-à-dire on va commencer en 5 contre 5 par des W9, voire 8, du festi-foot aussi. Le festi-foot, c'est vraiment pour les 5-6 ans, féminin, de 5 contre 5 féminin, en 8 contre 8 avoir les W11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et on attend que la fédération nous mette des W18, 19, hein, ils disent que ça va arriver. Et bien sûr aussi le projet à Nivelles, qui est d'avoir une catégorie de football féminin en équipe première, en P3, en P2. Donc en P3, on a déjà 2 équipes premières. En P2, pas encore, mais il faut que notre P3 puisse être championne pour pouvoir aller en P2. On a une P1, et cette P1, l'objectif, c'est de l'amener en division nationale dans les 2 ans. Donc là, il y a vraiment un objectif, c'est d'amener en division nationale la CFF, d'amener notre équipe P1 féminine en division nationale. Et là, bien sûr, c'est tout un travail, parce que c'est un travail de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on va commencer très bas pour pouvoir amener un maximum de joueuses dans nos équipes premières. Parce qu'il faut savoir que dans le football, comme dans le football masculin, c'est toujours difficile de garder ces jeunes, parce que les talents sont très vite pris. Hein. Et là, l'objectif, c'est de garder nos jeunes, c'est de garder nos talents et de les amener en équipe première, et bien sûr, d'arriver en division nationale. Vous avez parlé aussi de la fédération. Est-ce que la fédération met en place des moyens pour vous aider? Est-ce qu'il y a des subsides ou pas? Alors, la fédération, qui est la CFF, met les moyens dans le football féminin. Hein. On est un petit peu en retard, mais la fédération fait son possible. Parce qu'on peut avoir une fédération qui met tous les moyens pour pouvoir avoir toutes ces catégories de filles. Hein. Et aujourd'hui, on le voit, on est limité au WU17. Et entre les WU17 et les équipes premières, on n'a pas de catégorie. Et donc, la fédération a beau mettre tous les moyens qu'elle veut, si les clubs n'adhèrent pas, les autres clubs en général n'adhèrent pas à 100% dans le projet féminin, il est clair que ça va être très difficile d'arriver dans un très proche temps. Et donc, oui, la fédération met les moyens au sein de l'organisation, au sein de la promotion du football féminin. Malheureusement, c'est pas tous les clubs qui adhèrent. Alors, beaucoup de clubs ont des petites sections féminines pour dire, ben, on a la section féminine chez nous, on va pas nous le reprocher, on a une équipe ou 2. Et on a d'autres clubs à côté qui, eux, ont des ambitions, ont des projets des titanesques, mais des gros projets pour pouvoir arriver à avoir toutes ces catégories. Et là, bien sûr, on a besoin de la fédération qui puisse mettre en place aussi le même programme que les clubs, comme le club dans lequel j'évolue. À Nivelles. Donc là, il faut savoir que Nivelles, aujourd'hui, c'est la plus grande section féminine du Brabant wallon. Malheureusement, on peut avoir toutes les catégories, mais si dans la fédération, on n'a pas toutes ces catégories, ben c'est un peu le cas aujourd'hui. On est obligé de sauter des catégories et on a alors des différences des catégories. C'est-à-dire qu'on va avoir des filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans chez les WU13, parce qu'il n'y a pas d'équipe palière, WU12 par exemple, et des choses comme ça. Mais ça, il faut que tous les clubs puissent à un moment donné avoir les mêmes ambitions pour qu'on puisse avoir que le projet féminin soit vraiment sur rail. Et je parle là dans l'ensemble national belge. Et c'est par rapport à ça où je dis qu'on est en retard en Belgique par rapport à ça. Oui, Antoine. Merci. Alors oui, à côté de ça, donc on a décidé avec mon partenaire RCS Nivellois, parce que pour l'académie ils sont mes partenaires.
Donc j'ai fondé une académie de football qui s'appelle la BOE Foot Girls Academy, BOE dont des initiales Brabant Wallon. C'est une académie qui est essentiellement et que pour les filles, donc à 100%, donc 100% féminine. Et là, ce sont des entraînements spécifiques. C'est-à-dire que c'est vraiment là, on est vraiment dans la technique, mais beaucoup plus ciblée, avec vraiment du spécifique, du cas par cas. C'est-à-dire qu'on encadre des joueuses qui viennent de tous clubs confondus. On les encadre, on les fait progresser, on leur donne encore plus C'est plus académique. Ouais, beaucoup plus académique que ce que dans les clubs aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire. Je suis honnête, parce que une séance d'entraînement, c'est 1h15. Vous avez 15 à 20 filles. C'est pas possible de cibler et de faire du spécifique, du cas par cas. Et l'académie sert à ça. Alors, on travaille avec les filles qui viennent de tous les clubs, hein, du Hainaut, de Bruxelles, et de gros clubs aussi, hein, et qu'on nous les envoie. Et là, à ce moment-là, on travaille toutes les faiblesses que les filles ont dans leur club, et on les fait performer, et on les fait progresser, et en espérant que demain, que les filles qui sortent de cette académie puissent aller dans le football élite. Ça, c'est le projet de notre académie qui est basée au RCS Nivellois. À la fin de cette émission, chers auditeurs, je félicite Ras l'avocat et espérons l'accueillir encore la prochaine fois. Inch'Allah, avec plaisir. Nous vous souhaitons le meilleur avec cette équipe de Nivelles. Nous souhaitons aussi le meilleur à vos filles qui pratiquent ce football qu'ils aiment. وانتم شكرا لكم على وفائكم لقناة فولتير، إذاعة فولتير. نضربوا لكم موعدا في الأسبوع المقبل. On va laisser C. Mohamed dire un dernier mot au public, aux auditeurs de Radio Voltaire. Alors voilà, comme c'était quand même le sujet du jour, la section féminine, voilà, moi j'encourage vivement les jeunes filles à aller pratiquer ce sport. Il est fabuleux, il est magique. Ce n'est plus le même football féminin qu'on avait par le passé, par rapport au tabou et par rapport à tout ce qu'on pourrait penser. Aujourd'hui, le football féminin a évolué. C'est un football qui est ouvert à toutes les filles, peu importe ce qu'on pourrait penser. C'est ouvert vraiment à toutes les filles et il faut y aller. C'est un sport magnifique et on a besoin des filles dans le football, et au niveau national, on en a discuté. On doit aller vraiment dans la promotion du football féminin, et j'invite vraiment les parents à se pencher sur la question, et que si vos filles vous demandent de jouer au football, acceptez et n'ayez crainte, n'ayez peur. Vous allez voir que vous serez vraiment heureux de les voir parcourir ce magnifique sport lorsque vous irez les encourager et les supporter sur le bord du terrain. Voilà. Merci سي محمد. إذا سادتي الكرام، نضربوا لك قاعدة الأسبوع المقبل مع ضيف فولتير. إلى اللقاء.